Salam alaikum et bienvenue au cours de physique 1. Donc cette deuxième séance est consacrée au rappel mathématique. Dans cette séance, nous allons définir l'équation en dimension. Après avoir défini c'est quoi une grandeur physique et le système international d'unité. Ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, nous allons attaquer le calcul vectoriel. Nous allons donner quelques définitions. Les composantes d'un vecteur. Nous allons faire de l'algèbre vectorielle, somme de deux vecteurs, le produit scalaire, produit vectoriel. Et nous allons voir les opérateurs différentiels du premier ordre, à savoir le gradient, la divergence et le rotationnel. Commençons par la première partie, l'équation en dimension. Définissons une grandeur physique. On appelle grandeur physique, prima physiaïa, toute propriété de la science, de la nature, qui peut être mesurée ou calculée et dont les différentes valeurs possibles s'expriment à l'aide d'un nombre quelconque, souvent accompagné d'une unité de mesure. Donc une grandeur physique est une propriété de la science et de la nature qui peut être mesurée ou calculée. Par exemple, la température, elle est mesurée. La surface, elle est calculée en utilisant la longueur et la largeur. Par exemple, la longueur et la largeur pour calculer la surface. Une grandeur physique est définie par sa mesure, ce qu'elle caractérise et sa fonction. Par exemple, la température, sa mesure est donnée en degrés Kelvin ou en degrés Celsius. Ce qu'elle caractérise, elle peut caractériser l'état d'un milieu s'il est à l'état solide, liquide ou vapeur. Et sa fonction, elle peut être utilisée pour calculer d'autres grandeurs physiques. Le système international d'unités ou système SI est composé de 7 unités de base adoptées au niveau international par la Conférence générale des poids et mesures dont le siège est à Paris en France. 7 unités, 7 unités que l'on retrouve dans tous les aspects de notre quotidien dans l'industrie. Donc nous allons utiliser ces 7 unités de base fondamentales pour calculer les unités ou pour donner une unité à toutes les grandeurs physiques. Les unités fondamentales du système international SI sont le mètre, unité pour la mesure de la longueur, la dimension c'est le L, le kilogramme, unité pour la mesure de la masse, la dimension c'est le grand M, la seconde, unité pour la mesure du temps, la dimension c'est grand T, l'ampère, unité pour la mesure de l'intensité du courant électrique, la dimension c'est I majuscule, le Kelvin, unité pour la mesure de la température, la dimension c'est la lettre grecque θ majuscule, la mole, unité pour la mesure de la quantité de la matière et la dimension c'est le grand N, la candela, unité pour la mesure de l'intensité lumineuse et la dimension c'est le grand J. Je vous donne ici un lien vers un site internet où vous pourrez trouver plus de détails sur les 7 unités fondamentales du système SI. L'équation en dimension est une relation qui exprime la dimension d'une grandeur physique G en fonction des dimensions fondamentales. Donc nous avons vu qu'il y avait 7 dimensions fondamentales, la masse, la longueur, le temps, l'intensité du courant, la température, la quantité de la matière et l'intensité lumineuse. Donc, toutes les grandeurs physiques ayant une unité, leur unité s'écrit en fonction des unités, des 7 unités de base représentant les 7 dimensions fondamentales. Exemple. Et prenons comme exemple le volt, qui est une unité de mesure de la tension électrique. Alors, le volt, c'est une puissance des watts par une intensité de courant, par des ampères. Le watt, c'est du travail ou de l'énergie par unité de temps. Donc le watt, c'est de l'énergie, donc c'est une force des newtons multipliée par une distance que divise du temps, que divise l'intensité du courant électrique. Donc c'est des newtons mètres par ampère seconde. Maintenant passons à la dimension. On va dire que la dimension du volt, de V, de la tension électrique, c'est la dimension d'une force que multiplie une distance sur la dimension d'une intensité de courant que multiplie le temps. Donc le newton, c'est des kilogrammes mètres par seconde carré. On ajoute le mètre, ça devient kilogramme mètre carré. Et comme nous avons déjà un temps au dénominateur, donc nous aurons du temps à la puissance 3 que multiplier l'intensité du courant.
à la fin, nous avons des kilogrammes par mètre carré sur des ampères que multiplie des secondes à la puissance 3. Donc, les kilogrammes, la dimension de la masse, c'est M. La distance au carré, c'est L au carré, les longueurs au carré. Alors, l'intensité du courant électrique se trouve au dénominateur, donc c'est I à la puissance moins 1. Et le temps se trouve au dénominateur avec un coefficient de 3, donc ça fait du temps à la puissance moins 3. Donc on va dire que le volt, la grandeur physique tension électrique, exprimée par l'unité volt, elle a une dimension de masse par longueur au carré, par temps à la puissance moins 3, par intensité de courant à la puissance moins 1. Donc si on compare cette équation avec celle-là, avec l'équation en dimension, nous avons alpha qui est égal à 1, bêta égale à 2, gamma égale à moins 3, delta égale à moins 1, epsilon, mu et nu égale à 0. Remarque, une grandeur physique sans dimension, elle a une dimension de 1. Ça veut dire quand on a une grandeur qui n'a pas de dimension, on dit que la grandeur a une dimension de 1. Deuxième partie du chapitre, calcul vectoriel. Quelques définitions. Un scalaire, qima adadiya, est une quantité décrite par un seul nombre et l'unité correspondante. Exemple. De scalaire, le temps, la masse, la température, le courant électrique. Un vecteur est caractérisé par un point d'application, une direction, manha, un sens, itijah, et un module, tawila. Exemple de vecteur, la force, la vitesse, l'accélération, le champ électrique. Vecteur unitaire est un vecteur dont le module est égal à 1. Pour avoir le vecteur unitaire de V, il suffit de diviser V par son module. Donc U est le vecteur unitaire de V, il est parallèle à V. Et le module de U est égal à 1. Composante d'un vecteur, murakkibat shu'a. Par rapport à un repère doté d'une base orthonormée R, O, I, J, K, ma'lam, muzawwad bi qa'ida I, J, K. Un vecteur A s'écrit. Donc le vecteur A s'écrit par ses composantes AX, AY, AZ. Donc il s'écrit AX que multiplie le vecteur unitaire I sur l'axe des X, plus AY que multiplie le vecteur unitaire J de l'axe OY, plus AZ que multiplie le vecteur unitaire K de l'axe OZ. Donc AX, AY, AZ sont les projections, isqatat, du vecteur A sur les trois axes. Le module de A, noté A ou A sans flèche, est donné par A égale racine de AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré. Donc c'est un scalaire. La direction du vecteur est donnée par le vecteur unitaire U est égal le vecteur A sur son module. Donc dorénavant quand on écrit A avec flèche, ça indique le vecteur, donc les composantes. Et quand on écrit le vecteur sans la flèche, ça indique son module qui est un scalaire. Algèbre vectorielle. Somme vectorielle. Donc nous avons deux vecteurs A et B. La résultante R de A et B est obtenue en utilisant la méthode du parallélogramme. Mutawazi al-adla. Donc R égale A plus B. Donc les composantes de A et les composantes de B, on les additionne une à une. AX plus BX I, AY plus BY J, AZ plus AZ K. Donc AX plus BX, c'est la composante selon l'axe OX de R. AY plus BY est la composante selon l'axe OY de R. Et AZ plus BZ est la composante selon l'axe OZ de R. Donc A plus B est égal à B plus A. La somme vectorielle est commutative. A plus B plus C est égal à A plus B plus C, associative. A plus moins A égale à 0. Donc moins A est le vecteur parallèle à A de sens opposé, de même module et de sens opposé.
soit un réel alpha appartenant à R, alpha A est parallèle à A, et alpha A plus B est égal à alpha A plus alpha B. Si on prend deux réels quelconques alpha et bêta appartenant à R, alpha plus bêta A est égal à alpha A plus bêta A. Donc c'est la distribution. Le produit scalaire. Donc nous avons deux vecteurs A et B, et entre ces deux vecteurs, nous avons un angle θ. Donc par définition, le produit scalaire de A par B, ou bien A scalaire B, est égal le module de A que multiplie le module de B, que multiplie le cosinus AB, qu'on va appeler θ. Le cosinus de l'angle AB. Donc est égal, en utilisant les composantes, AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Et vous pouvez voir que le produit scalaire est un scalaire. Donc vous prenez le produit scalaire de deux vecteurs, vous obtenez un scalaire. Alors, quelques propriétés du produit scalaire. A scalaire B est égal B scalaire A. Le produit scalaire est commutatif. A scalaire B plus C entre parenthèses est égal A scalaire B plus A scalaire C, distributif. A scalaire A est égal à A au carré, qui est toujours supérieur à 0, supérieur ou égal à 0 bien sûr. Donc, on peut déduire que le module de A, ce n'est que la racine de A scalaire A. A scalaire B égale à 0 implique que A égale à 0, ou bien B égale à 0, ou bien A est perpendiculaire à B. Si A est perpendiculaire à B, cosinus θ égale à 0. Alors, dans une base orthonormée IJK, nous avons les propriétés suivantes. I scalaire I égale à J scalaire J égale K scalaire A égale à 1, puisque c'est des vecteurs unitaires. Et I scalaire J égale I scalaire J est égal à I scalaire K égale J scalaire K égale à 0. Donc, le produit scalaire d'un vecteur unitaire par lui-même, c'est toujours 1. Et le produit scalaire d'un vecteur unitaire dans une base par un autre vecteur unitaire de la base, c'est 0. U est égal à 1. Donc, le module de U égale à 1 implique que A scalaire U est égal à A cosinus θ, puisque le module de U, c'est 1. Si l'on considère que U indique la direction d'un axe delta, et nous avons un vecteur A, donc il fait un angle θ avec la direction de delta. Donc, vous pouvez voir que A cosinus θ, c'est cette distance. Et cette distance-là, c'est la projection de A sur delta. إسقاط شعاع A على المحور delta. Donc, le produit scalaire est utilisé essentiellement pour faire des projections. إسقاط. Le produit vectoriel. Nous avons deux vecteurs P et Q. Donc, le produit vectoriel de P par Q et se lie P vectoriel Q et le vecteur V. Donc, le produit vectoriel de deux vecteurs nous donne un vecteur. Et le module de ce vecteur-là est égal au module du vecteur P que multiplie le module du vecteur Q que multiplie le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Voilà. P, Q et l'angle entre les deux vecteurs θ. V est perpendiculaire au plan formé par P et Q. Donc, nous avons P et Q qui forment un plan. Et V est perpendiculaire à ce plan. Donc, il fait 90 degrés avec P et 90 degrés avec U. Donc, pour avoir, ça c'est pour la direction. Maintenant, pour le sens de V, on utilise la main droite. Donc, la main droite. Donc, si P, donc, la main droite pour former une base directe. Donc, nous avons P dans le sens direct. P vectoriel Q nous donne V. Q vectoriel V nous donne P. Donc, ça, c'est juste pour les directions. Donc, il faut utiliser sa main droite pour constituer une base directe. Donc, on peut voir que P, Q et V forment une base directe. La direction de V est donnée par la règle des trois doigts de la main droite. Si I J et K forment une base orthonormée, alors nous avons I vectoriel I égale à J vectoriel J égale K vectoriel K égale à 0.
parce que un vecteur multiplié vectoriellement par lui-même nous donne 0 puisque l'angle c'est 0. Donc l'angle entre un vecteur. Et nous avons I vectoriel J égale à K, J vectoriel K égale à I et K vectoriel I égale à J. Donc imaginons que ceci est le vecteur I, ceci est le vecteur J et celui-là c'est le vecteur K. Donc nous avons I vectoriel J égale à K. J vectoriel K égale à I. Et K vectoriel I égale à J. Donc toujours dans le sens positif. Maintenant si on va dans le sens négatif, donc I vectoriel K, donc c'est moins J. K vectoriel J c'est moins I. Et J vectoriel I c'est moins K. Alors, comment calculer analytiquement le produit ou bien les composantes du vecteur P vectoriel Q? Donc on dispose le vecteur P, on dispose le vecteur Q, et on a entre eux le symbole du produit vectoriel. Vous pouvez utiliser ce symbole-là ou vous pouvez utiliser aussi le symbole de la multiplication, le X normal. Donc, pour calculer, soit on fait le produit vectoriel, on fait un produit normalement, par exemple Px, Qx, que multiplie Qx, I vectoriel I c'est 0, Px I vectoriel Qyj, donc ça donne Px Qy et I vectoriel J, ça donne K, ainsi de suite. Px Qz I vectoriel K, ça donne moins J, et ainsi de suite. Sinon, on utilise la méthode utilisée pour calculer un déterminant, la méthode de Cramer. Donc, on dispose le vecteur P en colonne, le vecteur Q en colonne, ou bien on dispose les vecteurs de la base IJK. On n'oublie pas de mettre un moins devant le J. Et le vecteur P et le vecteur Q. Et on fait la multiplication ainsi. Donc, on commence par la ligne des I, la ligne X. Voilà, on pose un I ici, la ligne X. Donc, on barre la ligne des X, Px, Qx, et on multiplie Py, Qz moins Pz, Qy. Py, Qz moins Pz, Qy, I. Plus. Donc, le J, il est là. Alors, j'ai le moins J ici. Donc, soit j'utilise le moins J et je barre la ligne des J et je fais Px, Qz moins Pz, Qx, soit je fais entrer le moins, j'utilise un J, je fais entrer le moins et j'utilise et je fais la multiplication Pz, Qx moins Px, Qz. Voilà, Pz, Qx moins Px, Qz. Donc, le moins ici, je l'ai introduit à l'intérieur. Et ensuite, plus le vecteur unitaire K, multiplié, donc le K ici, donc Px, Qy moins Py, Qx. Donc, je peux utiliser aussi cette technique-là. Donc, j'ai I, je barre la colonne, la première colonne et la première ligne. Donc, I, que multiplie Py, Qz moins Qy, Pz. Moins J. Donc, moins J, je barre la ligne, la deuxième ligne, la première ligne, la deuxième colonne. Donc, Px, Qz moins Qx, Pz. Si je vais introduire le moins, ça me donne Pz, Qx moins Px, Qz. Et K, Px, Qy moins Qx, Py. Voilà. Donc, avec cette technique-là, nous pouvons voir que P vectoriel Q est égal à moins Q vectoriel P. Donc, le produit vectoriel n'est pas commutatif. Par contre, on peut distribuer, donc P vectoriel Q1 plus Q2, entre parenthèses, c'est P vectoriel Q1 plus P vectoriel Q2. Et que P vectoriel Q vectoriel S est différent de P vectoriel U parenthèse vectoriel S. Alors, deux applications du produit vectoriel. Donc, il faut savoir que le produit vectoriel, en premier lieu, il sert à calculer les moments. Par exemple, les moments des forces par rapport à des points. Ça, on va voir dans les chapitres, dans les prochains chapitres. Alors, une des applications du produit vectoriel, c'est le calcul de la surface d'un parallélogramme. Le calcul de la surface d'un parallélogramme. Supposez que vous avez mutawazil adla, donc un parallélogramme L1, L2.
Donc, je veux calculer cette surface-là. Donc, il suffit juste de faire L1 vectoriel L2. Donc, S, c'est le vecteur L1 vectoriel L2. Donc, le module de S, c'est la surface. C'est égal le module de L1 que multiplie le module de L2 que multiplie sinus θ. La deuxième application, on peut utiliser le produit vectoriel pour calculer la distance d'un point à une droite, le H. Il suffit juste de constituer le vecteur OA. Regardez le vecteur OA, donc O appartient à la droite delta. U est le vecteur unitaire de la droite delta. Donc si je fais le produit vectoriel OA vectoriel U, qu'est-ce que j'obtiens? OA vectoriel U est égal le module de OA que multiplie le module de U, c'est 1, que multiplie sinus θ. Et OA sinus θ, c'est H. Donc, H égale OA sinus θ est égal le module de OA que multiplie le module de U, qui est 1, que multiplie sinus θ. Et ça, c'est le module de OA vectoriel U. Donc, vous pouvez faire OA vectoriel U ou bien U vectoriel OA et vous prenez à la fin la valeur absolue. Donc, ce sont deux applications. La troisième application, c'est le moment d'un vecteur par rapport à un point que nous allons voir plus tard. Alors, le produit mixte de trois vecteurs. Donc, nous avons trois vecteurs, P, Q et S. Le produit mixte S scalaire P vectoriel Q permet de calculer le volume de ce parallélépipède. Donc, le volume du parallélépipède, donc, pour calculer le produit mixte, on va utiliser la méthode de Cramer. Donc, la même méthode utilisée pour calculer le produit vectoriel. Mais là, au lieu de mettre la base IJK, on va mettre les composantes du vecteur S. Donc, on commence par les composantes du vecteur S, les composantes du vecteur P et les composantes du vecteur U. En fait, l'ordre de disposition des vecteurs n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre S, ensuite Q, ensuite P, comme vous voulez. À la fin, vous prenez la valeur absolue et la valeur absolue sera le volume de votre mutawazil asṭah. Donc, c'est égal à Sx fois PYQZ moins PZQY plus SY PZ QX moins PX QZ plus SZ PXQY moins PYQX. Et ça, c'est le résultat du produit mixte qui est un scalaire et c'est le volume du parallélépipède constitué par les trois vecteurs P, S et Q. Le produit mixte est utilisé pour calculer le volume d'un parallélépipède. Mutawazil asṭah. Alors, une autre conséquence du produit vectoriel, c'est la loi des sinus dans un triangle quelconque. En effet, dans un triangle quelconque de sommet ABC et d'angle interne alpha, bêta, gamma, nous avons AB, la distance AB, sur le sinus de l'angle alpha, donc AB sur le muqabil alpha, sinus alpha, égale BC sur le sinus de l'angle muqabil bêta, est égal à AC sur le sinus de l'angle gamma. Cette égalité, on peut la vérifier en utilisant le produit vectoriel, sachant par exemple que AC est égal à AB plus BC. Donc, vous pouvez faire par exemple le produit vectoriel de AB par AC, qui est égal à AB produit vectoriel BC plus CA, et vous pouvez facilement retrouver la solution. Je vous laisse finir démontrer cette égalité. La loi se démontre en utilisant le produit vectoriel. Le gradient d'une fonction scalaire. Donc, le symbole, c'est le nabla, la lettre grecque nabla, avec une flèche, parce que le gradient est un vecteur. Donc, le gradient est un opérateur mathématique qui permet de faire de donner la variation dans l'espace de grandeur physique. Donc, quand on dérive une fonction par rapport au temps, on dit que c'est une vitesse, on obtient une vitesse. Donc, c'est la dérivation temporelle, puisqu'on dérive par rapport à temps. Maintenant, dans certaines applications en physique, on a besoin de dériver par rapport à la position, par rapport à l'espace. Donc là, on dit qu'on a le gradient, on fait un gradient. Et nous allons rencontrer cet opérateur dans le cours de dynamique et nous allons voir que la force de gravitation n'est que le gradient du potentiel gravitationnel. Alors, le gradient s'applique à une fonction scalaire. Nous allons l'appliquer à une fonction scalaire, soit une fonction scalaire f de x, y, z. Ça veut dire que la fonction, elle dépend de trois variables, 3 متغيرات x, y, z.
et que cette fonction, son résultat est un scalaire, قيمة عددية. Le gradient de la fonction scalaire notée nabla f, qu'on appelle aussi le grade f ou grade f, c'est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x, vecteur que multiplie le vecteur unitaire i, plus la dérivée partielle par rapport à y que multiplie le vecteur unitaire j, plus la dérivée par rapport à z, la dérivée partielle par rapport à z que multiplie le vecteur unitaire k de f. Donc, on introduit f entre les parenthèses, ça fait la dérivée partielle de f par rapport à x sur l'axe OX, plus la dérivée partielle de f par rapport à y sur l'axe OY, plus la dérivée partielle de f sur l'axe par rapport à z, par rapport à l'axe OZ. Donc, le gradient d'une fonction scalaire est un vecteur, puisqu'on obtient trois variations par rapport à l'espace, trois variations selon les trois directions. Donc, le gradient d'une fonction scalaire est un vecteur. La divergence d'un vecteur. Donc, la divergence est un autre opérateur que nous rencontrons dans les équations, dans les lois de la physique. Il est utilisé en physique pour exprimer les lois de conservation. La divergence transforme un champ vectoriel en un champ scalaire. Donc, dans les lois de conservation de la masse ou les lois de conservation de l'énergie, on trouve souvent l'opérateur divergence. Et il s'applique à un champ vectoriel. Donc, appliqué à un champ vectoriel, il le transforme en champ scalaire. Rappelez-vous, le gradient, il s'applique à une fonction scalaire. Le résultat est un vecteur. Alors, la divergence, il s'applique à un champ vectoriel et le résultat est un scalaire. Soit un champ vectoriel A, défini par ses composantes AX, AY et Z. La divergence de A s'écrit l'opérateur gradient point divergence A. Donc, on écrit gradient scalaire A, qui se prononce divergence A. C'est un produit scalaire entre l'opérateur gradient et le vecteur A. Et le résultat est un scalaire. Et ça s'écrit aussi div A est égal à l'opérateur gradient que multiplie scalairement le vecteur A. Ça me donne la dérivée partielle de AX par rapport à DX, plus dérivée partielle de AY par rapport à DY, plus dérivée partielle de AZ par rapport à Z. Donc, le résultat est un scalaire. Le rotationnel. Le rotationnel d'un vecteur associe à chaque vecteur, à chaque champ vectoriel, un autre champ vectoriel. Donc, le rotationnel, il s'applique à un champ vectoriel et le résultat est un champ vectoriel. Donc, soit un vecteur A, AXI plus AYJ plus AZK. Le rotationnel de A s'écrit l'opérateur gradient vectoriel A. Et ça se prononce rotationnel de A ou rot A. Donc, et vous voyez que A, la flèche, il y a la flèche du A vecteur, il y a la flèche du rotationnel qui est un vecteur. Donc, le rotationnel de A, c'est l'opérateur gradient. Produit vectoriel, le vecteur A. Donc, je fais la produit vectoriel normalement. Je dispose la base IJK. L'opérateur gradient dérivé par rapport à DX, dérivé par rapport à DY, dérivé par rapport à DZ. Et AX, AY, AZ. Ensuite, je fais la multiplication. Donc, par rapport à I, donc je barre la première colonne, la première ligne. C'est dérivé de AZ par rapport à DY. Dérivée de AZ par rapport moins la dérivée de AY par rapport à DZ. I plus. Donc le J, maintenant je prends J et j'inverse la multiplication. Donc je barre la colonne des J, la ligne. Donc au lieu de faire dérivée par rapport à DX, AZ, je fais AX. Donc dérivée de AX par rapport à DZ moins la dérivée de AZ par rapport à DX. J plus normalement K, donc je barre la colonne DK, la première ligne, dérivée de AY par rapport à DX, moins la dérivée de AX par rapport à DY. K. Voilà, ceci termine la séance des rappels mathématiques. Salam alaikum.